Bonjour tout le monde, c'est Steve Jean, bienvenue à QCMTB Podcast. Aujourd'hui, je reçois Marie-Pierre Savard, une aventurière du vélo, ambassadrice chez Panorama Cycle, et puis une grande voyageuse. Bonjour Marie-Pierre, comment ça va? Salut Steve, ça va bien toi? Ça va super bien. Marie-Pierre, j'ai dit tout à l'heure que tu étais une aventurière puis une voyageuse. Tu as fait beaucoup de voyages à vélo, là, on va dire. C'est pas mal de tes passions, je crois. Hein? Oui, en fait, c'est une de mes... malheureusement, je dois dire, c'est presque ma seule passion, hein, avec tout ce qui vient avec. Je dis ça à la blague, mais je fais des voyages à vélo depuis 2011. Puis, c'est ça a évolué. Mon style de voyage a évolué avec les années aussi, avec le développement plus du bikepacking. Mais, j'ai visité à peu près, je pense, une quinzaine de pays. Wow! Et aussi d'États américains et de provinces canadiennes à vélo. Ben oui, c'est ça. Tu parles du Canada, mais tu as traversé le Québec au complet, je pense. Ça fait quelques années déjà. Exactement. C'était en 2011, pendant la COVID. Oui. Je trouvais que c'était une belle occasion de découvrir son chez-soi. Donc, je suis allée rouler le trajet de Québec Bikepacking Traverse. OK. C'est un trajet qui était déjà établi, ça? Ou, Le trajet était établi, mais n'avait jamais été vérifié dans son entièreté. Oh, OK. Fait qu'à ce moment-là, je me suis sentie... rejoindre par une grande mission d'aller vérifier ce grand et magnifique trajet-là. Il y a eu évidemment des petites embûches en chemin. C'est la beauté des parcours qui sont pas encore confirmés, mais ça m'a permis de contribuer aussi à faire connaître ce trajet-là au Québec. Puis dans le fond, moi, ce que j'ai fait, c'est la partie de Gatineau jusqu'à Percé. OK. Donc, ça faisait combien de kilomètres, ça, environ? 2500 environ. Wow! Ouais. Ça a pris combien de temps? Ça a pris 5 semaines. 5 semaines. Fait que ce qui est quand même assez réaliste, tu sais. Puis ce qui est fascinant là-dedans, c'est que c'était principalement en milieu éloigné. Puis ça m'a fait vraiment réaliser à quel point le Québec, on n'a pas besoin d'aller loin pour que ce soit quand même assez reculé, sauvage, puis très peu achalandé, tu sais. C'est vrai. Ouais. Fait que Marie-Pierre, t'en as fait donc plein de trucs comme ça. T'as fait le Baja Divide au Mexique. T'as fait le Hurricane 300 en Floride. Et d'autres, j'imagine, aussi. Exactement, d'autres, dont mon premier voyage qui était en Asie centrale, en fait, en 2011, justement. OK. Donc, c'est en quelque sorte pour ça que je voulais retourner à l'origine de ma passion pour le vélo. Puis à ce moment-là, en 2011, j'avais passé 4 mois au Kyrgyzstan, au Kazakhstan, puis en Ouzbékistan, et en solo. Ce qui rajoute quand même un petit défi dans le... Je comprends. Et je n'avais jamais fait de voyage à vélo. Et t'étais déjà allé voyager en Asie, par exemple, avant? Oui, j'étais allée quand même. J'avais déjà un bon historique de voyage, plus sac à dos en terrain plus méconnu, par exemple. J'étais allée en Inde, au Népal. J'ai passé 1 an en Afrique de l'Ouest dans le passé, mais sans vélo. Puis, OK. C'est ça venait de... Ouais, fait que déjà l'expérience d'aventurière, de voyageuse en terrain inconnu, là. Exactement, ça date d'une couple d'années déjà. OK. Ben, ça nous amène encore là au sujet principal, au sujet qui nous intéresse. Tu reviens tout juste d'une course encore au Kyrgyzstan. Je te prononce-tu bien? Oui. C'est difficile, excusez. Les plaies, c'est encore pire. Oui, hein, Kyrgyzstan. Donc, tu es allé faire la Silk Road Mountain Race, qui est une course de 2000 km. Puis tu viens tout juste de revenir il y a quelques semaines à peine. Là. Exactement. Donc, cette année, j'ai décidé de participer à cette course-là, dont le départ était le 17 août, le 16 ou le 17. Là, j'ai perdu le fil des dates, ou dernier. Mais je viens tout juste de revenir. Je suis revenue, en fait, le 7 septembre. Donc, ce que j'apprécie de notre conversation aujourd'hui, c'est que ça va me servir aussi de débriefing, en quelque sorte, de vraiment m'asseoir pendant plusieurs minutes pour discuter de cette expérience-là. Ce que j'ai fait avec des amis, oui, mais peut-être pas aussi en profondeur. Donc, je suis vraiment contente
d'être là, puis encore un peu dans l'émotion aussi, puisque je viens tout juste de revenir, là. Fait que merci encore de l'invitation. Ben, merci à toi d'avoir accepté. Moi, je trouve ça super intéressant, super passionnant, puis j'ai hâte d'en apprendre un peu plus sur ça. OK, tout d'abord, c'est quoi qui t'attire dans ce genre d'aventure-là? Qu'est-ce qui t'a amené? Ben, t'as mentionné que t'étais déjà allé au Kyrgyzstan, là. Mais toi, qu'est-ce qui t'appelle dans ce genre d'aventure-là? Ben, ce qui est particulier, en fait, avec mon désir de participer à une course d'ultracyclisme, c'est que j'ai toujours dit que moi, c'était pas vraiment quelque chose qui m'intéressait. J'ai pas une grande expérience dans ce genre de course-là auparavant, mais je sais pas, je trouvais tellement l'occasion rêvée parce que ça faisait quand même longtemps que je voulais retourner dans cette région du monde-là, puis ça avait été, à la base, l'an 2011, ça avait été quand même très difficile. J'ai vécu plusieurs difficultés qui m'ont un peu... comment je peux dire... après ça, j'ai eu de la misère à comme vraiment faire confiance puis plus avoir peur, tu sais. Okay. Puis j'étais comme, je serais jamais capable de retourner dans ces pays-là. Ça a été tellement intense. Un peu traumatisé. Exactement, tu sais. OK. Mais dans tous les sens, c'était des émotions fortes. Il y a eu des trucs vraiment extraordinaires, tu sais. Puis, cette course-là, j'étais comme, c'est quelque chose qui est encadré, c'est quelque chose qui est suivi, c'est quelque chose qui est connu, c'est facile d'avoir des informations là-dessus. Puis, ça va me ramener dans le même état d'esprit que j'étais en 2011, dans le sens de repousser ses limites à l'extrême, justement, dans divers contextes. Mais je trouvais que c'était une bonne occasion. Puis aussi, juste pour finir, c'est que ce qui est arrivé aussi en octobre dernier, c'est que j'ai eu un accident, je me suis cassé la clavicule. Puis, le rétablissement a pris environ 3 mois, tu sais, jusqu'au début de l'année 2024. Puis, en début d'année, j'avais perdu beaucoup de motivation parce que j'étais restée plutôt inactive pendant 3 mois, tel que suggéré par le médecin. Puis, j'étais comme, j'ai besoin d'un projet, j'ai besoin de quelque chose qui va me forcer vraiment à me structurer, à avoir un objectif. Tac, 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 tout s'est enligné. Je me suis dit, c'est l'occasion jamais d'aller faire cette course-là. Fait que c'est... Puis de sortir de ma zone de confort en faisant quelque chose que j'avais vraiment pas l'habitude de faire. Okay. C'est-à-dire aller le plus vite possible, le plus longtemps possible. Oui, c'est pas juste ça, il y a vraiment un désir de se dépasser, là, parce que puis en même temps, il faut pas avoir peur de souffrir parce que c'est pas quelque chose de facile. Cette course-là est quand même perçue par beaucoup de personnes comme étant une des courses les plus difficiles ou la course la plus difficile au monde au niveau du cyclisme de montagne. Exactement. Puis étonnamment, je ne suis pas certaine que je pourrais confirmer que c'est vraiment une des courses les plus difficiles au monde parce que j'en ai pas fait assez pour avoir une perspective. Puis aussi, c'est que il y a tellement de variables, je trouve, d'une expérience à l'autre dans une même course. Ouais. J'ai vu des photos justement de gens qui avaient vu affronter quasiment la neige, les vents, tu sais, pendant des heures, de la grêle, tout ça. Alors que moi, à pareille date, à la même heure, j'étais sous le soleil, puis la vie était belle, puis la température était de mon côté, tu sais. Okay. Fait que j'ai été chanceuse, j'ai pas trop souffert, malgré que j'ai beaucoup souffert. Mais je pense qu'en fait, ce qui fait que c'est difficile, c'est principalement par rapport à la température. Tu sais, il faut être préparé pour des journées de 40 degrés jusqu'à peu près moins 15 degrés, tu sais. Oui. Donc, c'est très complexe, tous les climats qu'on peut avoir, les types de terrain. Ajouter à ça l'altitude aussi. Oui. Ça, je trouve que c'est une variable qui, moi, en tant que personne qui habite au Québec, avant de partir, j'étais consciente de ça, mais je n'avais aucune façon de me préparer au préalable à ça. Donc, oui, on arrive quelques jours en avance, on s'acclimate tel que suggéré, mais on peut jamais prévoir comment on va réagir à l'altitude. Fait que, au final, c'est beaucoup, beaucoup de petites difficultés mises ensemble. C'est vraiment à haute altitude au départ. Je pense que le départ est au moins à 3100 mètres ou quelque chose comme ça. Puis après ça, ça monte et ça descend. Là. Vous avez beaucoup de cols à traverser. C'est incroyable. Je pense que Bishkek n'est pas aussi haut parce que moi, c'est la première journée, en fait, on est parti de Bishkek, puis j'ai terminé ma journée à comme 2500 mètres et j'étais
plus capable, tu sais. Mais je pense que c'est des infos qui sont peut-être disponibles en faisant des recherches selon nos profils Ride with GPS. D'après moi, la moitié du trajet doit être à plus de 2500 mètres d'altitude. OK. Au moins la moitié. Puis, ouais. Ça fait que c'est sûr que pour quelqu'un qui n'est pas préparé à ça, tout au moins au départ, ça peut être difficile pour... c'est difficile sur le corps. C'est difficile de forcer, puis de travailler, puis de pédaler dans ces conditions-là. Là. Exactement. Je pense que plusieurs personnes, même, j'ai rencontré des gens qui ont dû abandonner après justement les 2 premières journées ou la première journée à cause de l'altitude. C'était trop. Pour ma part, j'ai quand même trouvé ça très difficile m'adapter. Mais ça s'est super bien passé. J'ai pas eu de complications, mais je me sentais juste vraiment moins performante en altitude, justement, à partir de 2500 mètres. Ouf, tu sais, puis 3000, là, j'avais le feeling que j'avais bu une bière, là, tu sais. J'étais comme, ouh! Un petit peu étourdi. Ouais. Puis, tu sais, souvent, l'altitude, ça vient avec des sections très, très accidentées aussi, tu sais. C'est pas tout de rouler à 3500 mètres. Quand faut que tu pousses ton vélo et... c'est ça, en fait, qui ajoute à la difficulté. Oui, parce que justement, là, j'écoutais des vidéos de cette course-là, puis en particulier, lorsque vous aviez des cols à traverser. Les cols, c'est donc entre 2 montagnes. Souvent, la route, c'était plus une route, là, c'était... moi, je considère ça, en regardant ça avec mon œil externe, comme un sentier de randonnée, mais déjà très difficile là, pour un randonneur. Fait que de pousser un vélo ou de le transporter sur ses épaules, en plus, dans ces conditions-là, ça ne doit pas être facile. Exactement. C'est vraiment très difficile. Puis, tu sais, c'est des cols où est-ce que les voitures peuvent pas traverser, là, tu sais. Donc, puis la difficulté, en fait, que moi, j'ai trouvé, c'est que plus ça allait, moins t'as d'énergie non plus. Oui. Donc, tout apparaît encore plus difficile, tu sais. Fait que, parce que je dirais que le premier col qu'on a passé, dans mon cas, c'était la 2e journée, le Kegeti Pass, qui est à peu près à 120 km, en fait, du départ. Et malgré tout, beaucoup de gens n'arrivent pas au sommet en une journée. C'était un col extrêmement difficile à monter, mais aussi à descendre, en fait, sur les premiers kilomètres, tu sais. Fait que ça te part je sais pas comment dire, là, mais ça te part un mindset que, OK, je vais me préparer pour ce genre d'affaires-là, puis c'est ça. Fait qu'on a traversé un des plus difficiles dès le début, fait que au moins, c'est ça. Après, t'es comme pas si surpris, tu sais, ça arrive pas comme... OK, c'était une course de 2000 km à peu près, avec le trajet prédéterminé, donc si vous n'avez pas libre choix là, de l'itinéraire. Pas d'étape, c'est une seule étape. C'est 4 étapes. 4 étapes? Ouais, en fait. Okay. Il y a 3 checkpoints plus... OK, mais je veux dire, les temps ne sont pas combinés. Les temps, c'est le premier qui arrive au bout. Oui, dans ce sens-là, oui, exactement. Oui. OK. Oui. Puis, donc, une variété de terrains, j'imagine. Ça ressemblait à quoi? Toi, comment tu as vécu ça? Puis comment tu décrirais le trajet, là, dans tes mots? Ben, c'est montagneux. Divers genres de montagnes. À la fois, c'est très désertique aussi, où il y a très peu de végétation, évidemment. Hein, c'est souvent haute altitude. Donc, puis, la route, c'est toujours presque en très mauvais état. OK. En fait, là... De la terre, des fois un peu d'asphalte, mais... Ben... défoncé. Tu sais, il y a des belles sections d'asphalte là, pour quand on longe la frontière chinoise, en fait. Là, on est dans un genre de no man's land, en fait. C'est vraiment spécial entre la Chine et le Kyrgyzstan. La route, elle est incroyable. Mais c'est du transport de marchandises, qui se fait là-bas. Là. C'est beaucoup de gros camions. Tu peux avoir le vent dans le dos, tu peux avoir le vent d'en face, mais le vent est très présent, tu sais. Fait que, mais sinon, c'est que des routes, tu sais, des routes de gravel normales, il y en a pas tant que ça. C'est soit de la, comment qu'ils appellent ça? Ici, on dit genre de la laveuse. De la planche à laver. La planche à laver,
sur des centaines quasiment de kilomètres. Tu te dis, ça pourrait être juste une belle route, là, mais non, c'est de la planche à laver. Puis sinon, c'est ça, des sentiers. Tu sais, souvent, les sentiers d'accès pour se rendre au col, c'est, comme tu dis, des routes quasiment de randonnée pédestre. Ou des trails pour les gens à cheval. Exactement. Tu sais, le dernier col que moi j'ai franchi avant d'abandonner, c'était ça, là, le Shamshi Pass, là. C'est... Il n'y a même pas d'humains qui vont faire de la randonnée là. Il n'y a pas vraiment de sentier. C'est comme que des gens à cheval. Puis ça a été très difficile pour moi, là. Là, tu as mentionné que tu as abandonné la course. Tu t'es pas rendu jusqu'au bout. Mais est-ce que tu veux un petit peu nous parler qu'est-ce qui est arrivé ou... Bien sûr. En fait, pour faire un genre de résumé de mon état plutôt mental et émotionnel durant la course, ça s'est vraiment bien passé. Moi, j'ai abandonné, c'est ça, au kilomètre 1776 sur 1900 quelques, donc moins de 200 kilomètres avant la fin. Wow. Mais ça a l'air pas beaucoup, mais c'était énorme. En fait, je savais que j'avais beaucoup de hike-bike à faire et tout. Mais bref, sommairement, j'ai trouvé la course très difficile, mais j'avais une bonne attitude, puis j'étais positive, ça a bien été. Je trouvais du plaisir dans chaque jour, malgré que je sacrais beaucoup de fois par jour. Mais je me disais, ben c'est ça fait partie de... T'es en sécurité. Je me suis beaucoup rappelé que si j'étais ici, c'était justement pour avoir cet aspect sécuritaire, il y a d'autres gens qui sont là, t'es pas la seule, tu sais. T'es pas la seule à vivre cette chose-là en ce moment même non plus, tu sais. Fait que ça va super bien, puis à la fin, là, après le checkpoint 3, il restait à peu près, je pense, 600 km jusqu'au dernier checkpoint, puis... ça a commencé, c'était très, très, très difficile. J'ai perdu beaucoup de temps. C'était comme too much, là, après comme 2 ou 3 jours. Puis, je me suis rendu compte que j'avais plus d'énergie, en fait. Puis, j'allais jamais arriver au bout à temps. Parce que, évidemment, il y a un temps limite pour faire ça. OK. Puis, quand j'ai compris que j'allais pas arriver au bout à temps, on dirait que tout s'est effondré, tu sais. Pourtant, j'ai pas fait cette course-là pour faire un temps. Moi, je disais à tout le monde, mon objectif, c'est d'arriver en dernière position, tu sais. Fait que j'étais vraiment pas là pour compétitionner contre qui que ce soit à part moi, tu sais. Mais on dirait que quand j'ai compris que j'allais échouer à arriver à temps, mon mental a lâché, puis je suis devenue extrêmement fatiguée. On dirait la fatigue s'est mise à sortir. J'ai manqué de nourriture parce que, justement, j'avais pas estimé que devoir prendre autant de temps pour faire la section, ça m'a pris 2 jours complets alors que je pensais que ça allait en prendre une demi, tu sais. Donc, j'ai moins mangé. Puis là, c'est ça, j'avais plus d'énergie, puis c'est ça. J'ai décidé d'abandonner, arriver au premier village que je savais que je pouvais comme abandonner, puis... OK. On va parler de la nourriture tantôt, justement, mais pour revenir à cette section-là qui a été ta dernière section, c'est au niveau de la difficulté située au niveau de la difficulté du terrain, c'était... Exactement. C'était vraiment... Ben, tu peux pas rouler rapidement. Ah non, je pouvais pas rouler du tout. Ah non. Non. C'était vraiment des grosses roches, des sentiers, justement, pour le bétail. Très accidentés. Difficile à repérer le sentier aussi. Tu sais, c'est vraiment des roches dispersées partout. Puis, en fait, la première erreur que j'ai faite, c'est que sans le savoir, évidemment, j'ai décidé d'attaquer ce col-là de soir. OK. Puis ça m'a pris énormément d'énergie parce que je trouvais pas mon chemin, je devais traverser une rivière, je savais pas où, j'étais comme un peu perdue, puis c'était très abrupt. Aussi, il y avait des dangers que je tombe... c'était pas un ravin, là, mais tu sais, il y a des dangers que tu tombes, puis ton vélo a des problèmes. Fait que ça, j'ai énormément donné. Puis à un certain point, j'étais comme, j'arrête ce soir. Puis le lendemain, j'ai continué. Puis rendu au sommet,
D'habitude, au sommet, tu dis « Ah, enfin! » Puis là, je vois ce que je dois descendre. Puis j'étais comme, je pourrais même pas descendre en vélo. Il va falloir que je descende à côté de mon vélo, en le levant, en le poussant. Fait que ça a pris une autre éternité simplement pour descendre. Puis là, rendu en bas complètement, j'ai fait « Aïe, aïe! » tu sais. Ça m'a pris tellement de temps pour faire si peu de kilomètres. Si tu avais à reprendre cette portion-là, à revivre l'expérience, là, est-ce que tu ferais ça différemment? Ben, en fait, ce que je ferais différemment, parce que là, c'est ça, je suis encore vraiment dans le vif du sujet, puis je suis déçue d'avoir abandonné. Puis ce que je referais différemment, c'est, je me dirais, en fait, ben, comment je peux dire ça? C'est que rendu au village où j'ai abandonné, j'ai écrit comme à l'organisateur, j'abandonne. Ce que j'aurais dû faire à la place, c'est simplement me reposer, prendre un énorme repas, attendre plusieurs heures, puis me dire, je le continue, je vais arriver hors délai, mais je le tente, j'essaye quand même, tu sais. Mais j'étais pas... T'étais pas dans le bon état d'esprit. Là. Non, j'étais tellement à bout, puis on me dit, tu sais, quand je raconte ça, on dit souvent, ben, oui, mais si t'avais continué, peut-être qu'il serait arrivé quelque chose, t'étais tellement fatigué, t'as peut-être sauvé une blessure ou quelque chose, c'est tout à fait vrai, tu sais. C'est vrai. Mais j'ai encore un petit peu de misère à l'assimiler en ce moment, tu sais. Mais j'aurais simplement dû, comme, prendre, ou à la limite, prendre, tu sais, plusieurs heures, repartir le lendemain, ou, tu sais, puis terminer quelques jours plus tard, tu sais. C'est ça que j'aurais fait de différent, mais on sait pas ce qui serait arrivé. On parle de nourriture, c'est-à-dire on parlait de nourriture tout à l'heure. Comment ça fonctionne quand tu participes à un événement comme ça, une course comme ça? Est-ce que tu dois traîner toute ta nourriture pour l'événement au complet? Est-ce que tu t'arrêtes dans des villages pour... Comment ça marche? Ben, en fait, je pense que la stratégie est vraiment propre à chacun. C'est sûr que les gens qui sont les meneurs, les meneuses de cette course-là ne sont pas partis avec la même préparation que moi, dans le sens que eux, ils sont extrêmement légers. Je pense qu'ils s'alimentent vraiment d'un dépanneur, entre guillemets, à un autre. Moi, j'avais quand même essayé de m'organiser un peu plus par rapport à ma nourriture parce que j'ai tendance à très peu manger. Oui. Quand je vais en voyage ou lors d'une journée, tout simplement, je mange pas beaucoup, puis il faut qu'on me le dise ou il faut que je sois avec d'autres personnes pour vraiment prendre le temps de manger parce que si je suis seule, j'ai pas l'appétit. Donc, je savais que ça pouvait pas fonctionner là-bas. Donc, je m'étais d'abord, en fait, je pense que mes trucs de nourriture préparés, là, ça pesait probablement plus qu'1 kilo, tu sais. Ouais. Fait que ça peut être matière à discussion, ouais, mais 1 kilo de plus, c'est vraiment très lourd, non. C'est vrai, tu sais. J'étais lourde en nourriture, mais j'en ai presque pas manqué. Donc, je m'étais fait un gruau extra protéiné. J'avais comme la protéine végétale texturée qui est du soya en fait séché. J'avais du parmesan séché, j'avais des légumes déshydratés. J'avais des poudres aussi nutritives là, vraiment pour les sports d'endurance, de récupération aussi. Fait que j'avais ciblé vraiment des éléments que je pourrais combiner chaque jour à... Moi, mes 2 repas que j'ai le plus mangé, c'est des patates en poudre puis des ramen, en fait. Ramen bomb. Les ramen, ça, partout, il y en a. Les patates en poudre, c'était quand même plus difficile, là. Je l'ai juste trouvé 2 fois, mais c'est très limité. Ouais. Mais c'est un mec qui est très populaire dans les gens qui font du backpacking, longue distance. Fait que je savais pas que c'est aussi populaire dans le monde de la course de vélo aussi. Là. Ah ouais. Ben c'est parce que c'est très limité qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces endroits-là. Tu sais, j'ai pas... Mis à part quand je m'arrêtais. Aussi, une autre chose, c'est ça, j'ai mangé, c'est des restants, par exemple. Si je trouvais un petit restaurant, je prenais une 2e assiette, je me mettais ça dans un genre de plat, je mangeais ça le soir. Mais c'est tellement limité ce qu'on trouve dans les petits magasins, là, franchement. C'est des fruits et légumes, j'en ai pas mangé pendant la course particulièrement. Donc, puis aussi, une autre chose que j'ai expérimenté, c'est que tu arrives dans un endroit, puis comme
sais, moi, j'étais vraiment dans les dernières personnes, dans la fin de peloton pendant toute la course. Ben, ils ont plus d'eau. Ils ont plus de trucs intéressants. Ils ont plus de choses à manger à part des petits biscuits secs parce que tout le monde est pas, tu sais, presque 200 personnes qui passent dans le seul dépanneur à 100 km à la ronde. Ah oui. C'est sûr que quand t'arrives à la fin, il y a moins de choix, mais c'est ça, c'était quand même... j'ai quand même réussi à bien m'alimenter, mais c'est ça, à la fin, là, il y a eu des petites... un laisser-aller. Ouais. Fait que c'est sûr que là, fatigue, et puis juste me mettre dans la situation là, de pousser mon vélo, de marcher la nuit, là c'est difficile, tu trouves pas ton sentier, tu sais, pour avoir déjà fait beaucoup de randonnées là, le soir, c'est difficile, puis ça demande, c'est fatigant, même si c'est pas fatigant physiquement, c'est fatigant mentalement de toujours être attentif où je mets mes pieds, là t'arrives, t'es complètement crevé, puis en plus de ça, si tu manques de calories dans ton alimentation, c'est ça, le lendemain matin, c'est plus dur à repartir, là, tu sais. C'est ça. Puis en plus, aussi, en altitude, ben, il fait quand même froid. Je trouve que j'ai été vraiment chanceuse parce que la deuxième journée de la course, il y a plu à peu près de 12 heures, à peu près pendant 12 heures de temps. Ah oui? Toute la journée. Ce qui est quand même énorme. Puis en parlant avec les autres, tout le monde m'a mentionné « Ah ouais, j'ai eu froid, hypothermie, j'étais vraiment inquiet. » Moi, j'ai eu froid, oui, mais j'ai pu tester mon équipement, puis je me suis rendu compte « Ah, c'est génial, ça m'a donné beaucoup de confiance en mon équipement, parce que je savais que j'avais une autre couche si jamais j'avais encore plus froid. » Fait que dès le jour 2, ça m'a seté dans mon équipement. J'étais comme super, tu sais, je pense pas que... Ça a confirmé tes choix. Là. Exactement, tu sais, fait que... Puis c'est ça, par la suite, il a fait très froid, mais c'était principalement le matin, très tôt, en se levant, la nuit ou en soirée, tu sais, mais c'était gérable quand même, là. Franchement, j'ai pas eu... J'ai jamais été inquiète par rapport à la température. J'ai trouvé plutôt la température, les hautes températures difficiles là, à la limite. T'sais. OK, la chaleur. Exactement, la chaleur, j'ai trouvé ça un peu plus dur. Parlons-en un petit peu d'équipement. C'est compliqué, là, j'imagine, se préparer... une course comme celle-là, tu fais tes recherches, tu regardes qu'est-ce que les gens apportent, mais je veux dire, c'est tellement varié, il y a une question aussi de préférence là-dedans, mais ça a dû être complexe pour toi, faire ces choix-là, puis comment t'as vécu ça, ta préparation à l'événement? Et là, moi, je suis quelqu'un d'habitude, je suis tellement habituée dans ma petite routine et de mon expérience, en quelque sorte, tu sais, les bagages, là, tu sais, on part 2-3 semaines, c'est pas trop stressant, là, tu sais, je fais ça quasiment la veille, j'exagère à peine. Puis là, cette fois-ci, je me suis dit non, je pense que ça fitera pas de faire ça la semaine en avance. Ça a pris quand même plusieurs mois du moment où j'ai parlé de ça à Simon de Panorama. Où est-ce qu'ensemble, on a discuté des choix par rapport au vélo, tu sais. Ce que tu regardes, c'est des gens qui participent à cette course-là. Il y a une variété de vélos. Là. Il n'y a pas personne qui a le même vélo, le même type de vélo. Tu as de tout. Là. Exactement. Puis en faisant mes recherches au préalable, je suis tombée sur... je trouve que c'est une bible, en fait. C'est quelqu'un qui recense... C'est vraiment des statistiques qui sortent par rapport aux participants. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, là, mais les statistiques... des gens qui participent à cette course-là à chaque année. Mais ça va, OK, la marque du vélo, la nationalité, le type de frein, le type de guidon, ça recense tout sur le vélo d'après les articles de bikepacking.com là, qui mettent en valeur chacun des vélos. Fait qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à faire ça. Fait que je m'étais beaucoup fiée là-dessus. Je voulais le vélo le plus... presque standard, tu sais, je voulais pas, au début, j'étais comme, ah non, ça prend des freins mécaniques, parce que ça, je suis capable de réparer ça, puis ça va me rassurer. Puis après, je suis allée consulter
ces statistiques-là, puis il y avait genre 1 personne sur 200 qui avait des freins mécaniques. Je suis comme, OK, ouais, je vais prendre des freins hydrauliques, je pense. Je vais y aller avec la majorité, puis... Mais bon, après... c'est ça, tu sais, moi, j'avais jamais roulé aussi longtemps de vélo de montagne comme ça, vraiment avec une suspension. Fait que c'est un nouveau feeling aussi, mais aussi, tu sais, c'est réfléchir à des nouvelles, tu sais, par exemple, pour les sacoches, les sacs avant, tu sais, là, ce que j'avais, ça fonctionnait pas, il y avait une suspension, fait que c'est d'élaborer la meilleure option, tu sais, finalement. Oui. Fait que je suis allée avec les Old Mountain, c'est les racks qui sont propices à la suspension, ça a super bien été. Mais c'est que, en fait, pour revenir à la préparation, c'est que plus on avance, plus on se rend, ah, j'avais pas pensé à ça. Puis là, c'est des choses qui apparaissent parce que, justement, il faut couvrir tellement large par rapport, justement, à la température, mais les bris mécaniques, tu sais, faut être prêt à toute éventualité dans plein de domaines, de disciplines que d'habitude, tu sais, on se prépare pas à ce point-là parce qu'on n'est jamais aussi isolé ou limité dans les ressources qu'on a, tu sais. Ouais. Ben justement, par rapport à ça, l'isolation, as-tu des trucs en particulier que tu devais faire attention? Devais-tu transporter un appareil GPS Garmin, des trucs comme ça, pour en cas de blessure ou pour appeler les... Parce que j'imagine le téléphone cellulaire fonctionne pas là, en milieu éloigné comme ça, là. Exactement. Le cellulaire, d'après moi, il fonctionnait peut-être... ça, c'est sous toute réserve, là, mais peut-être 30% du temps, on avait du réseau. Mais la balise InReach est obligatoire, en fait, pour tous les participants. OK. Parce que ça permet aussi d'être suivi, tu sais, par la communauté et tout. Ben oui, mais... Puis même, faut programmer là, dans notre InReach les numéros, en fait. Les numéros d'urgence sont maintenant le numéro des organisateurs. C'est quand même très bien fait à ce niveau-là. Si t'arrive quelque chose, tu sais que tu peux alerter des gens qui vont intervenir tout de suite, mais encore, tu peux être dans un endroit où il n'y a pas une voiture qui peut venir. Ben oui. Ça peut être quand même dans des endroits limités, tu sais. C'est bien, le InReach aussi, en même temps, ça te permet de communiquer avec tes proches, avec les gens qui sont avec toi, parce que si je me trompe pas, le InReach, il parle avec ton téléphone cellulaire, tu partages une connexion Bluetooth entre les deux, puis par la suite, ben là, tu as une connexion satellite là, vers le reste de la planète. Là. Exactement, tu sais. Tu peux communiquer, dans le fond, à des numéros de cellulaire ou des adresses courriel. C'est les deux façons que tu peux communiquer. Puis moi, ben chaque soir, j'envoyais un message à mes proches puis à mon ange gardienne parce que ça, c'était obligatoire dans l'enregistrement à la course et tout. Ça te prend absolument un ange gardien. Puis voici les tâches de cette personne-là. Puis nous allons contacter cette personne-là. Puis... Fait que c'est ça. Chaque fin de journée, j'envoie un message. Voici où je suis ce soir, puis je m'arrête quelques heures. Parce que sinon, ces gens-là qui me suivaient, comment ça que pendant 6-7 heures, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui se passe? Puis comme avec le décalage horaire aussi. Fait que c'est ça. Chaque soir, j'envoyais un petit message pour dire que je prenais un petit peu de repos. Lorsque tu as discuté avec Simon là, pour le choix du vélo, fait que vous êtes allé vers quoi comme type de vélo? Parce que tu peux prendre un vélo de gravel, tu peux prendre un vélo de montagne. Tantôt, tu as mentionné que c'est un vélo de montagne parce qu'il y avait une suspension. Là. Mais dans le fond, il y a des gravels avec des suspensions aussi. Mais tu as une panoplie d'options. Là. Aluminium, carbone, acier, etc. Exactement. Donc, on est allé vraiment avec le classique vélo de montagne à suspension avant. Ce que la très grande majorité des participants et participantes ont utilisé. Puis... Wow, tu sais, je suis tellement contente d'avoir fait ce choix-là. On est allé pour le Taiga, en fait, qui est un vélo de montagne en acier. Puis, à la base, ben, il y a moyen de choisir, justement, fourche en carbone ou suspension. Ben, moi, c'était certaine là, que c'était à suspension. Puis, la particularité aussi que j'avais peu vu, mais je me suis dit, c'est quelque chose que je connais, c'est le guidon Jones, en fait, qui est un guidon qui est pas un guidon droit, qui est vraiment un guidon à double... C'est un drôle de guidon qui est un peu un hybride, là, comme il est un peu recourbé, je pense. Ouais. Puis en même temps, ça te permet d'avoir une position... une position différente, là. Ouais. Puis tu sais, ça permet d'accrocher des choses en avant. Puis j'avais roulé ce vélo-là sur la Baja de Divide au Mexique dans des situations quand même accidentées. C'était pas le même vélo.
c'était le boréal, mais j'étais comme, j'adore ça, j'aime comment je peux organiser mon cockpit, c'est vraiment un guidon coup de cœur. Je me suis dit, bon, j'essaie de mettre ça avec la suspension, puis finalement, ça a quand même, j'étais super confortable, j'étais vraiment contente de ce choix-là. Après ça, j'ai finalement décidé de pas mettre de dropper seat. Après l'avoir essayé, j'étais comme une autre affaire là encore là qui risque de briser, mais c'était un autre. Pour moi, j'en avais jamais eu non plus de dropper. J'étais comme je préfère y aller au plus simple possible pour m'éviter le plus de bris possible en fait. Donc finalement, j'ai mis la tige de sel normale, puis j'ai pu accrocher aussi un sac à l'arrière directement sur la tige de sel. Donc c'est ça. Ouais. Puis, donc, tu avais des sacoches sur la tige de sel, sacoche, sac de cadre, j'imagine. Exactement. J'avais un sac de cadre sur mesure, donc vraiment pour maximiser l'espace. Puis, j'avais deux 5 litres en avant, justement, accrochés à la suspension avec les adapteurs. Puis, j'avais un sac 15 litres à l'avant. As-tu pesé ton vélo au total avant la course? Comment c'était? Non, je l'ai pas pesé parce que je me suis dit, de toute façon... Ça change rien. Ça change rien. Je vais juste me rendre compte que, OK, mes kilos de nourriture, là... Mais j'ai pesé seulement le vélo pour l'aéroport, pour la boîte, pour être sûr que ce soit correct. Donc, puis ça faisait 23 kilos. Mais j'avais rajouté quelques petites affaires. Donc, c'est sûr que le vélo... le fait d'y être allé avec une fourche en acier, c'est certainement plus lourd. Mais au final, justement, moi, je voulais juste y aller tellement le plus simple aussi, le moins de risques possible. Fait que je suis allée avec des choix vraiment dans la durabilité. Ouais. Moins compliqué. Parce que, tu sais, je suis pas une mécanicienne non plus. Puis ça m'a fait un peu peur en cours de route parce que j'ai pédalé beaucoup avec un autre Canadien qui, à un certain moment, lui... était mécanicien de passion, là. C'était pas ça son travail, mais un expert. Il a dû bleeder ses freins pendant le truc. Il est allé chercher un truc dans une pharmacie. Je sais pas comment il s'est fait comprendre. Ça a dû être tellement périlleux comme aventure, tout ça. Juste de le faire aussi. J'étais comme, hey, moi, j'ai pas les connaissances, premièrement, pour faire ça, mais pas du tout, là. Fait que... Donc, toi, t'as pas eu de problème de frein, est-ce que je comprends? Ben oui, j'ai eu des problèmes de frein, mais ce qui est intéressant, c'est que c'était finalement peut-être plus un problème mental. Après le premier checkpoint, il y a une descente qui fait à peu près, je pense, 30-40 km. C'est hyper abrupt. Puis après la descente, je me suis mis à... Ah ouais, on dirait que mes freins, qu'est-ce qui se passe? Puis... j'ai regardé, puis je trouvais que c'était quand même... J'avais changé les pattes de frein juste avant de partir, évidemment. Ça, tu sais, j'avais tout remis nouveau. Puis là, j'étais comme, ah ouais, il me semble qu'il s'est vraiment usé. Puis je me suis mis un peu à trouver que ça usait vite au fil des heures, des jours, tu sais. Puis là, j'ai réalisé que je n'avais apporté qu'une paire en extra. Puis là, j'étais comme, ben voyons donc, t'amènes pas rien qu'une paire en extra, tu sais. C'est une erreur de ma part, je pense, dans les médias, j'ai pas... Tant qu'à ça, t'en amènes 2, souvent, ça va s'user. Tu peux tout changer en même temps, tu sais. Puis là, je me suis mis à paniquer c'est resté dans ma tête, oh my God, je vais manquer de frein, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, à un certain point, parce que là, je paniquais, je me suis dit, je freine juste avec le frein arrière, puis là, je garde mon frein avant parce que c'est le plus important. Fait que là, j'ai usé mon frein arrière, j'ai mis les autres plaquettes d'extra. Mais finalement, ça a été correct, ça a été bien, bien, bien correct. Le frein avant, finalement, je l'ai jamais changé, puis il est encore... Mais c'est juste que des fois, tu pars dans des paranoïas inutiles... Puis là, ça te prend beaucoup d'énergie mentale, puis c'est ça. Parce que là, tu fais des longues journées à vélo, tu parles de paranoïa, mais est-ce que ça vient à un moment donné, justement, que, tu sais, ça affecte ton, je sais pas, là, ton mental, là? Ben, moi, une des particularités de mon expérience sur cette course-là, c'est que j'ai quand même
beaucoup dormi, entre guillemets. Ben évidemment, je peux arriver à temps, puis tu sais, je veux dire, ceci explique cela, tout à fait, tu sais. Mais tu sais, je pouvais dormir peut-être 5-6 heures par nuit, là, tu sais. Donc, j'étais arrêtée des fois un petit peu plus que 6-7 heures, tu sais. Fait que ça a bien été. J'ai pas trop halluciné ou eu de la misère à comme être dans la réalité. Quelques fois, là, j'ai roulé peut-être jusqu'à minuit, 1 heure, mais sinon, à partir de 10 heures, là, moi, j'étais juste plus capable, fait que je m'arrêtais, puis j'étais comme, je m'endors, en fait. C'est surtout ça que j'ai trouvé difficile. Mais en effet, oui, des fois, tu peux... Tu sais, pour moi, c'était même durant la journée, t'accroches un détail, puis là, t'embarques là-dedans parce que t'as absolument rien à penser, finalement, tu sais. Moi, je suis contente de dire, j'étais dans l'instant, j'ai apprécié, j'ai souffert dans le moment, j'ai pas trop pensé à rien d'autre. Sauf des fois, oh, là, tu passes sur une affaire, ah, mes freins, puis là, j'étais en train j'ai élaboré un plan, j'ai contacté le bike shop quand j'avais du réseau à Bichkek, puis tu sais, j'avais comme un plan A, un plan B, puis j'étais comme, je veux payer 500$ s'il faut pour qu'on me livre des freins. Alors que dans la réalité, je n'avais peut-être pas eu de besoin tant que ça, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, des fois tu pars, mais ça fait partie de l'expérience, puis de... Là, tu disais que tu dormais bien. C'était quoi ton setup? Comment tu t'es organisé? Tu dormais-tu dans un sac de bivouac, dans une tente? C'était quoi ton matériel que t'as planifié pour ce voyage? Encore une fois, je suis allée avec le classique tente, une place, matelas de sol, sleeping bag, -5 en duvet. Puis, ce qui est suggéré aussi par l'organisation de la course, justement, eux suggèrent fortement la tente plus que le bivouac, mais encore là, les gens qui font ça pour faire vraiment des temps et qui sont très, très rapides n'ont pas de tente, et je comprends tout à fait. Au départ, j'ai hésité, c'est ça, dans ma préparation, je m'étais trouvé un genre de bivouac, mais semi, tu pouvais quasiment t'asseoir dedans. J'étais comme, ça pourrait être intéressant parce que ce que j'aimais moins de la tente dans ce genre de situation-là, c'est le temps que tu mets à installer ta tente. Le soir, le matin. C'est long, tu sais. Si tu perds quasiment 1 heure, là, finalement... Sécher ta tente avant de la rentrer dans son sac. Exactement. Puis j'étais comme, ah, tu sais, un bivy, là, c'est comme tellement vite fait, tu sors tellement de temps. Mais après ça, j'étais comme, ah, s'il pleut, si j'ai pas de place pour rentrer mes affaires. Tu sais, j'étais comme, ah, je pense que je vais être quand même un peu confortable, comme j'ai pas encore d'expérience là-dedans. Je vais y aller avec la tente, puis finalement, j'étais bien contente. T'es allé avec quoi comme tente? Quelque chose de très, très bas de gamme, en fait, mais qui me dure depuis plusieurs années. C'est la tente Nature Hike. Je pense que c'est Solo quelque chose. C'est une tente qui est très petite, puis c'est en fait une genre de copie d'une tente MSR, mais... Je produis Amazon ou quelque chose comme ça. Exactement, tu sais, mais finalement, ça me sert depuis plusieurs années, puis... bonne réputation, cette tente-là. J'ai déjà entendu parler en masse, Ouais, puis sinon, j'avais un matelas de sol Décathlon, le matelas classique Décathlon, MT quelque chose, puis c'est ça, un duvet, sac de couchage duvet -5. Puis t'as pas eu froid la nuit? Ben, oui, j'ai eu froid, mais rien de... Tu sais, j'ai toujours eu des vêtements supplémentaires, tu sais, dans le sens que j'ai jamais eu tous mes vêtements sur moi puis dire je meurs de froid. Tu sais, j'ai eu froid, mais tu mets une tuque puis ton duvet puis exact, tu sais, puis c'est surtout le matin là dans le fond là que là ça te prend, mais tu te dis bon ben plus vite tu te mets sur le vélo, plus vite tu te réchauffes, fait que mais oui, tu sais, il y a des nuits c'était 0, -5 là, j'ai eu de la neige et tout là. Ben oui. T'sais, ouais, pendant la nuit. Quand même. Il y avait quand même neigé peut-être quasiment même 5 cm. Oh wow, ok, fais-tu... Je me lève le lendemain, ouf! Je m'attendais pas à ça. Quand je me suis couché, il pleuvait beaucoup. Quand je me suis levée, c'était de la neige. Tabarouette. Ouais, ça fait qu'il doit y avoir des fluctuations de température là, importantes, là, d'après ce que tu me dis. Là. Oui, dans une journée, tu peux avoir du 30 degrés puis du -5, là. Ben, région désertique, là, c'est ce qu'on vit, là, généralement. Exactement. Mais, tu sais, je pense pas que c'est allé plus bas que -5. Fait que ça reste quand même gérable, tu sais. Ouais.
OK, fait de la neige, du chaud, du froid. Mais ta première nuit, ça s'est bien passé. Je sais pas, là, je sais comme moi m'en aller tout seul dans un. Même si tu dis que c'est encadré pis tout, mais dans un pays éloigné, là, puis dormir tout seul dans ma tente là, dans le milieu d'un champ, je sais pas là, si je serais à l'aise. Ben, en fait, la première nuit, l'avantage, c'est qu'il y a tellement de monde. OK. Parce que c'est au début du col. Oui. Ben, moi, puis il faut dire, là, sérieux, là, la première journée, je me suis arrêtée à 8h30 du soir. Je n'étais plus capable. C'était comme... Ça avait été tellement stressant aussi, là, tu sais, tout ça, là. En fait, c'est pas tant de dormir seul ou c'est comme tout... OK, ça part aujourd'hui, puis là, tu roules avec des dizaines, tu sais, tout le monde est là, tout le monde est ensemble ou presque. Beaucoup d'émotions, il y avait fait Ouais. très chaud. Ça avait été vraiment une grosse journée physique, mentale, émotive. Fait qu'à 8h30, première journée, je me couche, il y a comme 3 autres personnes. Le lendemain, je pars, il y a du monde, il y a du monde. Fait que ça donne une certaine confiance, tu sais. OK. C'était pas du tout comme ça les autres jours ou presque. Mais de voir autant de monde au départ, Oui. c'est comme, OK, c'est bon, tu sais, ça m'a... Ça donne le ton, là. Ouais, exactement. Ça te donne met le en ton. confiance pour la suite. Ouais. Même si j'avais juste fait 100 km puis que je m'étais couché à 8h30 du soir. Mais je suis comme, à ce point-là, ça me sert à... Je ne suis plus capable. J'étais de bonne humeur, mais exténuée. J'étais comme, ça me sert à rien de faire 1 heure encore, puis marcher peut-être 2 kilomètres parce que je suis trop fatiguée. Je me couche. Demain, je me lève très tôt, puis... Fait que le matin, j'essayais de mettre le réveil vers 5h30, me préparer. Je partais généralement avec le lever du soleil ou un peu avant, dépendamment des journées que j'avais à faire, ou un peu après aussi. Ouais. Puis, est-ce que tu faisais déjeuner avant de partir, puis tout ça? Oui, exactement. Moi, j'avais justement mon gruau, là, mes 15 jours de gruau, là, fallait vraiment que je les passe. Je pouvais pas manquer un matin. Fait que gruau, puis par le fait même petit café. Mais ça aussi, ça prend du temps, tu sais. Peut-être à refaire, j'essaierais peut-être d'y aller avec quelque chose de froid, tu sais. Mais en même temps, c'est réconfortant le matin, tu sais. Oui. Puis t'avais amené un petit brûleur, Oui, c'est MSR, ça. quelque chose comme ça, Exactement. Le MSR classique avec les bonbonnes d'isobutane. Oui. Parce que l'organisation nous avait avisé au préalable qu'on pouvait... ils pouvaient nous rendre disponibles ces bouteilles-là, donc c'était pas un souci d'en trouver sur place. OK. Ben oui, c'est bien ça. Ouais. Puis, tu sais, au final, c'est ça. J'ai vu des gens qui ont carrément abandonné leur brûleur en cours de route parce que ça prenait trop de place. Puis... Mais moi, j'étais quand même contente d'être partie avec ça. Franchement, tu sais, je m'en suis servie. Puis, justement, des ramen chauds, c'est quand même réconfortant. Puis, c'est facile d'ajouter des trucs pour compléter aussi. Fait que, ouais. OK, nourriture, on a parlé de matériel, bon, les vêtements, j'imagine que c'est ça, t'avais des... Est-ce que il y avait des rivières à traverser? T'as parlé de pluie, par rapport à tout ça, là, est-ce que t'étais bien préparé? Comment t'as vécu ça, le fait de devoir dealer avec ça? Ben, c'est ça, j'ai été chanceuse parce que, comme je te disais tout à l'heure, la deuxième journée, il y a plus de... pendant 12 heures de temps. Fait que ça, ben, OK, ça m'a confirmé, c'est bon. En fait, j'avais... ce qui m'a beaucoup aidé, c'est, au début, j'étais très sceptique à apporter ça. C'était un pantalon de pluie Gore-Tex. OK. Puis là, j'étais comme, j'aime pas vraiment ça, j'aime pas le feeling de... J'en avais jamais vraiment porté non plus. Ouais. Parce que, justement, les fois que j'avais essayé, je trouvais que, non, c'est pas confortable. Puis là, je me suis dit, bon, je vais y aller, je vais prendre le meilleur. Fait que j'ai opté pour un 7 Mesh Gore-Tex. Pantalon, c'est ça, de vélo de montagne, puis ça s'est avéré, je l'ai utilisé 3 fois pendant une journée, à la fin de la journée de 12 heures, un autre moment peut-être 1 heure, puis un autre moment, une autre heure, le matin que j'avais de la neige. Toi, tu le portais pas pour rouler, mais tu le portais pour rester au chaud. Ou contre la pluie, tu sais. Contre la pluie, puis finalement, tu te dis, mais tu sais, amener ça pour porter ça, pas de temps. Mais ça a vraiment fait la différence. J'ai été confortable, je suis restée au chaud. Donc ça, c'était vraiment pour moi un must. Puis, manteau de Gore-Tex aussi, j'avais des
des genres de gants de Gore-Tex, mais très coquilles de base. OK. J'avais beaucoup de trucs en mérino aussi. C'est vraiment ça que j'ai priorisé, fait que ça sèche plus vite aussi. Mm-hmm. Mais, tu sais, par rapport à la pluie, j'ai été tellement chanceuse au final parce que, mis à part la deuxième journée, il y a très peu plu. C'était jamais plus que comme 1 heure ou 2, là. Tu sais, oui, des fois, c'était frais, mais j'ai jamais dû gérer comme des vêtements qui restaient trempés d'une journée à l'autre. Ou T'as pas eu de problème avec tes pieds en traversant les rivières? Je sais qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes là, à cause de l'humidité, puis des ruisseaux à traverser, des rivières à traverser, puis tout ça. Puis, Mais j'ai été chanceuse. J'avais apporté aussi ça, ce que j'ai trouvé très utile, c'est des bas imperméables. Mm-hmm. Donc ça a quand même... Quand je commençais à avoir très froid, je mettais ces bas-là. Parce que oui, des ruisseaux, des rivières, il y en a énormément. Il y en a qui se passent comme si de rien n'était, sans aucun problème, sans débarquer du vélo, sans mouiller les pieds. Mais il y en a d'autres que... Oui, puis là, après, c'est la gestion. Parce que moi, j'étais fière de mon setup. Je trouvais ça bien efficace. Au lieu d'avoir une sandale, par exemple, j'avais un genre de petit soulier d'eau. Okay. Qui était hyper compact, mais qui avait une bonne semelle aussi, puis que je risquais pas de perdre parce qu'une sandale, si tu traverses, il y a beaucoup de courant, c'est pas stable, tu sais. Non. Donc, j'étais allée avec un soulier d'eau, ça prenait aucune place. Je les ai utilisés pour les traversées plus importantes, mais à un certain point, t'enlèveras pas ça, tu remettras pas ça, t'enlèveras pas ça, tu mettras pas ça 15 fois en l'espace d'1 heure. Là. Non, c'est ça. Fait que finalement, tu traverses avec tes souliers de vélo, puis ça finit par sécher. Ou si je commençais à avoir froid, ben c'est là que je mettais les bas imperméables. T'sais. Puis t'avais-tu des bas en mérino ou des bas... Ouais. J'avais au total 1, 2, 3, 4 paires de bas. 3 en mérino, puis 1 les bas imperméables. OK. Puis toujours dans le fond, ce que je gardais dans mon sleeping bag, c'est je gardais une paire de bas, ma combine de mérino et un haut en mérino, plus un genre de boff en mérino. Ça, c'était toujours dans mon sleeping bag pour la nuit. Oui. Fait que ça a jamais... C'est tout le temps sec. C'est tout le temps resté là. Oui. Puis je me disais quand même, si jamais en cas d'extrême urgence... Mm-hmm. Tu sais, mais ça n'a jamais du tout à donner. Fait que, à donner, ça n'a jamais eu d'extrême urgence du tout. Là. Ça a vraiment bien été. Génial, ça. Ouais. Tantôt, on a parlé rapidement de bris mécaniques. Est-ce que tu as eu des problèmes, à part le petit épisode de frein? Ouais, j'ai eu un seul problème quand même. C'est extraordinaire. Puis problème résolu en plus. Mm-hmm. Bon, en fait... Je me rappelle plus, vers peut-être la 10e journée, le matin, je me lève, je me rends compte, j'ai une genre de crevaison après avoir roulé quelques kilomètres. Fait que là, je suis comme, je veux juste essayer de la gonfler. Je m'arrête une fois, ça fonctionne pas. Une deuxième fois, ça fonctionne pas. Là, je suis comme, je veux juste mettre du scellant. Fait que je mets du scellant, tout fonctionne. Fait que, minuscule problème numéro 1 résolu. Une genre de crevaison, seulement avec le scellant, ça s'est résorbé. Puis là, dans cette même journée-là, un peu plus loin. Quand même, en fin de journée, j'arrivais au checkpoint. En fait, je prévoyais arriver comme au checkpoint, puis 5 km avant d'y être. Le flanc de mon pneu s'est déchiré dans une descente. Wow, OK. Tout simplement, je pense que c'est juste une roche coupante, puis that's it. Mais ça s'est déchiré, pas tant que ça, peut-être de, je dirais, 2 cm. Okay. Vraiment dans le flanc. Fait que, là... Je me suis dit, OK, dans le fond, spontanément, je me suis dit, là, il était tubeless. Donc, je vais mettre une chambre à air. Je vais mettre une patch à pneus à l'intérieur. Puis ça devrait fonctionner. Puis là, finalement, j'étais comme, à cause qu'il restait beaucoup de scellant, on dirait que ça n'a pas super bien tenu. Mm-hmm. Fait que là, après ça, j'ai mis simplement une patch à pneus avec de la super glue. Là. Super glue, c'est... l'outil par excellence de toute personne qui fait de ce genre de course-là. Avec de la super glue à l'extérieur pour vraiment venir comme refermer la fissure qui était encore apparente. Mm-hmm. Fait que ça a été ça mon gros problème de l'aventure. Ce qui est vraiment... Puis après ça, mais là, c'est ça qui arrive avec ce genre de situation-là, c'est qu'après, là, tu roules sur une chambre à air. Ça faisait des années que j'avais pas roulé
sur une chambre à air de même. Je suis toujours en tubeless. C'est que ça t'amène une crainte, une peur. Puis là, t'es comme, ah, faut pas que je roule trop vite, faut que je fasse encore plus attention parce que là, il y a une fragilité. Tu sais, fait que c'est ça qui te reste dans la tête un peu, mais finalement, ça a super bien. Tu sais, je veux dire, dans les faits, j'ai pas recrevé, il y a absolument rien d'autre qui s'est passé, tu sais. C'est la seule affaire qui est arrivée. Puis, t'as parlé de ton pneu. Quel genre de pneu t'avais décidé de choisir pour... Ben, en fait, pour les roues et les pneus, j'ai travaillé avec Louis Robert de la station 210, l'atelier de roues, qui est vraiment un expert, évidemment. Le nom de son entreprise le dit. Fait que avec lui, c'est ça, on avait aussi choisi d'installer une dynamo à l'avant. Puis, pour les pneus, on est allé avec les René Hers Fleecer, les 700 par 55. Qui est aussi un pneu très, très utilisé dans cette course-là. OK. Puis, il y a plusieurs déclinaisons. Là. Tu as les light, les extra light, endurance, extra endurance. Donc, ben, il y a 4, du plus léger au plus endurant. Au niveau du casing, là, qui... Exactement. Moi, j'avais pris le endurance, qui est comme le 3e plus résistant sur 4. OK. Mais c'est sûr qu'après avoir vécu ça, je suis comme, ah, tant qu'à ça, oui, apparemment, ils sont pas mal plus lourd. Ouais. Mais je pense que j'aurais opté quand même pour les extrêmes endurance, tu sais. Peut-être que ça aurait absolument rien changé. Je sais pas c'était quoi la roche qui était là à ce moment-là, ça se peut. Mais, pour me donner une extra tranquillité d'esprit, puis... fait que... mais sinon, c'est des super bons pneus. J'étais confortable, puis je les ai trouvés parfaits pour tous les terrains. L'extrême variété de terrains, en fait, tu sais. C'est drôle, c'est pas une marque qui est très, très connue, je pense, dans le domaine du vélo de montagne en général. Là. Je pense que c'est vraiment plus particulier avec le gravel bike ou le cyclotourisme, là, ou le bikepacking. Là. Ben, exactement. Ils ont fait leur niche là-dedans. Là. Je pense pas. Tu sais, c'est ça, au début, tu sais, moi, je suis quand même, là, toutes les... Surtout par rapport aux roues, là, ça me mélange un peu. Puis, tu sais, le pneu, c'est vraiment un 700 par 55. Puis, je suis comme, ouais, mais d'habitude, on prend du 29 pouces, tu sais. J'étais comme... À quel point je suis novice, mais oui, mais pour dire que lui, c'est vraiment même des mesures de gravel, de bikepacking, là, tu sais. On a parlé de paysage qui était quand même assez spécial, un peu spectaculaire, là. C'était la haute montagne, le désert. Puis la population locale, comment est-ce qu'elle réagissait par rapport à votre passage? Là? J'imagine qu'au début, c'est sûr que vous étiez tous ensemble, les gens vous attendaient, là, mais plus que la course se déroulait, les gens sont-ils habitués? C'est quand même longtemps que la course existe, là, mais... Exact. Je pense que c'était à la 5 ou 6e édition cette année. Au départ, c'est spectaculaire parce que t'as même les médias locaux qui se déplacent pour le coup de départ et tout. Puis il y a vraiment... tu vois que c'est comme « Wow, man! » La communauté a l'air quand même vraiment fière puis honorée d'accueillir cet événement-là, tu sais. Mais après ça, je pense que je m'attendais à ce que les gens connaissent un peu plus ça. Mais j'ai pas eu l'impression tant que ça. Ben, évidemment, le problème étant aussi la difficulté de la communication. OK. Parce que les gens là-bas parlent principalement la langue locale, le kirghiz, et comme deuxième langue, le russe. Les gens qui parlent anglais, très, très, très peu. Dans la capitale, oui. Dans certaines villes, oui. Mais très, très limité. Donc, les gens qu'on rencontre sur la route, on communique seulement avec eux en russe ou en kirghiz. Puis, fait que c'est difficile d'en savoir un peu plus. T'sais. Oui, on a l'application Google Translate, mais t'sais, ça reste quand même limité. T'sais. Pour moi, c'est difficile de dire « Ah ouais, mais les gens sont au courant qu'il y a ça. » Mais tu sais, c'est sûr que la madame du dépanneur qui s'est fait dévaliser son dépanneur est au courant. Elle comprend, tu sais. Puis il y a certaines gens dans certains lieux stratégiques qui sont connus justement pour nous accueillir. Puis donc, oui, ces gens-là. Mais sinon, je sais pas à quel point. Mais en même temps, c'est ça, tu sais, en étant autant de monde, j'imagine que tu finis par comprendre, tu sais, qu'il se passe quelque chose. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de touristes qui vont là non plus. Là.
j'ai été tellement étonnée parce que quand je suis allée en 2011, c'était quand même très méconnu. Puis là, j'ai calculé une bonne trentaine de personnes en vélo que j'ai croisées dans l'autre sens. Ah oui. 30 personnes en vélo en genre 2 semaines, c'est énorme. Je n'en revenais pas que le pays soit maintenant reconnu, là, parce que je trouve que c'est beaucoup de monde dans des terrains vraiment difficiles, là, franchement. C'était pas du monde sur la route pavée. Ben oui, certains, là, mais dans divers... Mais ça reste quand même très limité, tu sais, je veux dire. Au final, c'est tellement des vastes étendues que... Fait que c'est-tu, d'après toi, l'événement de cette course-là qui a fait que ça a fait connaître la localisation pour les amateurs de vélo au travers le monde? Ben, ça ferait du sens, en fait. Je pense que cette course-là a énormément contribué, ouais. Ben oui, en fait, parce que ça a contribué de diverses façons. Les gens sont allés, les gens l'ont documenté, tu sais, on a vu des images, donc oui. Le referais-tu? Ah non. Le lendemain de la course, il y a un participant avec qui j'avais beaucoup roulé qui me demande ben, vas-tu le refaire, tu sais, comme cette année. J'étais comme, j'ai pas hésité une seconde à répondre non. L'idée ne m'est même pas passée par la tête de dire oui. Parce que, puis ça, c'est vraiment à chaud aussi de mon expérience, tu sais. Peut-être que ça va changer, ça se peut très bien. Mais au final, je trouve ça spécial, le fait d'être allé à l'autre bout de la planète pour aller le plus vite possible. Oui. Je suis comme... il me semble... J'aurais pris plus de temps. Mais en même temps, c'est pas ça l'esprit de la course. Puis si j'avais pris plus de temps, tu sais... Puis ce que je recherchais, c'est justement le fait que ça soit encadré, limité, structuré. C'est ça qui m'attirait à la base, tu sais. Mais... En fait, je dis non aussi parce que ça fait quand même 2 fois que je suis allée là. Je trouve ça loin pour vrai, tu sais. J'essaie de limiter mes déplacements en avion, puis tu sais, aller moins loin, plus longtemps aussi. Puis je suis comme, ben tu sais, je pense qu'il y a d'autres endroits aussi que je pourrais découvrir. Puis la difficulté de la communication... C'est quand même pas évident, puis on a l'impression faudrait que je reste là des années pour comprendre simplement juste un peu plus leur culture. C'est tellement différent, puis justement on peut difficilement échanger avec eux, tu sais. Fait que je suis comme il me semble, tu sais. T'aurais aimé t'es plus t'immerger dans la culture. Exactement, puis dans cet état d'esprit-là, tu sais, moi j'ai pas été invitée nulle part. J'ai pas été invitée, tu sais, à dormir. J'ai pas été invitée. Une fois, j'ai été invitée à prendre un thé, mais très peu d'invitations. Ouais. Mais il faut dire que je me suis bloquée aussi à ça parce que j'étais focus sur la course. Ouais. Puis sachant que je disposais pas de tant de temps, je pouvais pas me permettre d'accepter même une invitation parce que j'étais comme... Je dois être tu sais, je dois être focus. Puis fait que c'est ça aussi qui est comme difficile à gérer, mais je pense que c'est ça. Faut juste être complètement dédié à la course. Puis... Mais c'est pour ça que je pense qu'après la course, après ton abandon, tu as décidé de rester un peu plus longtemps au pays pour peut-être un peu plus visiter. Ben, exactement. Mais finalement, ce qui est arrivé, c'est que j'étais tellement... j'étais pas au meilleur de mon moral. Fait que je suis restée, c'est ça. Ben, ça fait partie pas des erreurs que j'ai faites, mais moi, je me suis dit, je vais arriver 1 semaine avant la course pour m'acclimater, me préparer, et je vais repartir 1 semaine après la fin de la course. Mais si c'était à refaire, je prendrais beaucoup plus de temps avant de partir qu'après. Parce qu'après, t'es fatigué, peu importe l'issue, tu sais, c'est ça, tu seras pas comme tu voudras pas aller découvrir à vélo, puis c'est beaucoup dans la rétrospection, le bilan. Puis moi, c'est ça, j'étais fatiguée, puis j'étais comme un peu déprimée, tu sais. Fait que j'ai pas eu le goût vraiment de faire grand-chose. Fait que ma semaine, j'étais comme, tu sais, j'ai visité les villes et tout, j'ai beaucoup marché, tu sais. Mais à même la ville où...
Alors que si j'avais pris plus de temps avant, j'aurais pu justement mieux m'acclimater. J'aurais pu plus me familiariser aussi avec la culture, tu sais, parce que t'es plus dans un état d'esprit léger, tu sais, c'est ça, fait que... Fait que à refaire, tu ferais plus de temps avant pour justement en profiter plus, t'acclimater, puis rencontrer les gens. Exactement, définitivement. Puis après, je me garderais peut-être 2 ou 3 jours le temps de tout organiser pour le retour à la maison. Ouais. Puis c'est parce que moi, ce qui m'était arrivé aussi, c'est que la semaine avant, je te dirais peut-être les 4 jours avant la course, j'ai été malade. D'abord, ça a été des énormes coups de chaleur. Oh. J'ai vomi énormément. J'essayais de monter en montagne, m'acclimater, mais il faisait tellement chaud que j'ai été malade de ça. Puis après ça, j'ai commencé à avoir la gastro, tu sais. Pourtant, je m'alimentais correctement puis tout. Mais au final, c'était que je pense le stress était tellement fort que ça m'a déclenché plein de choses. Puis après ça, je suis partie. J'étais stressée le matin parce que j'étais comme, ça fait 4 jours que ça va vraiment pas. Qu'est-ce qui va m'arriver? Tu sais, j'avais peur aussi d'être comme vraiment genre la dernière des dernières dès le début puis que je sois pas capable d'attraper le groupe dès le départ, tu sais. Finalement, ça s'est super bien passé au début. J'ai pas été malade par la suite, tu sais. Fait que j'attribue ça au stress, en fait, principalement. Mais c'est ça, fait que justement, d'arriver encore plus en avance pour bien se reposer, bien, tu sais, s'acclimater dans plusieurs sens, en fait. C'est pas juste avec l'altitude, mais ouais, c'est ça que j'aurais fait. Tu étais chanceux de pas être malade par la suite, mais tu as quand même commencé ta course pas à ton top, là. Ah non, j'étais pas à mon top. Non, j'étais pas à mon top. Mais c'est ça, rouler, ça m'a vraiment fait du bien, puis ça m'a vraiment allégé l'esprit, même si c'était difficile concrètement. Mais tu sais, c'est ça comme... enfin, tu sais, après tout ce stress, après, tu sais, dans les mois qui ont précédé aussi, tu sais, c'est une grosse préparation à plusieurs niveaux, fait que... Je comprends. Ouais. Si tu avais un conseil à donner, un ou plusieurs conseils à donner à quelqu'un qui envisagerait de faire cette course-là là, dans le futur, dans les années qui s'en viennent, là, ben, tu leur dirais, moi, je dirais à cette personne-là, je pense que c'est peut-être plus facile que tu penses. Ah oui? Dis la personne qui l'a pas terminé. Mais je pense qu'il y a moyen de... Tu sais, il y a moyen de réussir ça. C'est pas inaccessible, c'est pas... On n'a pas besoin de... Tu sais, de moyens. Oui, on a besoin de moyens, on a besoin d'entraînement, on a besoin de beaucoup de choses, mais c'est quand même faisable, tu sais. Puis, je pense que d'avoir un vélo vraiment fiable fait vraiment la différence. J'ai vu tellement de trucs de problèmes qui ont forcé des abandons, alors que à la base, c'est un problème qui peut être réglé, mais pour une raison ou pour une autre, ça peut pas se régler, tu sais. Fait que d'avoir vraiment un vélo fiable, je pense que c'est la base, puis... Tu sais, t'es allé avec les choix qu'on a mentionnés tout à l'heure, là. Mais il y a des gens qui participent puis qui vont prendre l'approche complètement opposée, c'est-à-dire d'aller avec un vélo le plus léger possible, en carbone, pour justement peut-être faciliter d'autres aspects de l'aventure, peut-être avoir une fragilité du vélo, mais à l'opposé d'avoir une facilité de le transporter puis de le pousser en montagne. Ben, exactement. Puis je pense que ce chemin-là, le chemin de la légèreté plus de la performance, est tout à fait réaliste et justifiable et fait tellement de sens. Puis en fait, c'est ça. C'est juste que cette course-là, je pense qu'il y a peut-être 2 genres de personnes qui font ça. T'as les gens qui, justement, sont là pour vraiment être plus dans la performance, d'accomplir un temps, par exemple. Eux, ils dorment pas beaucoup. Là. Eux autres, ces gens-là ne dorment pas. La personne qui a gagné, là, qui est un monsieur de la Nouvelle-Zélande, Joe Nation, il a fait en 6 jours, 18 heures et 10 minutes. Ça veut dire qu'il y avait une moyenne de 333 km par jour. Exactement. C'est vraiment... Puis moi, je suis inspirée par ces gens-là, mais je le sais très bien que ça peut pas être moi, puis ça ne sera jamais moi, tu sais. Mais
c'est sûr que ça amène une préparation, une planification complètement différente. C'est pas c'est un autre niveau, là, peut-être. Exactement. Puis tu sais, même en moins en moins de 10 jours, je trouve ça complètement wow, là, tu sais, c'est à mes yeux. Ah oui, puis tu sais, ces gens-là, ils sont partis en peloton, tu sais, puis ils ont déjà distancé tout le monde de la première journée, mais il a fini quand même plusieurs jours, des fois, avant le troisième, là, tu sais. C'est fou quand tu y penses, là. Ah oui, oui, oui. Puis tu sais, moi, je pense ça fait quand même une couple d'années que... Ben, en fait, mon autre expérience de course un peu comme ça, c'était le Log Driver Waltz Bikepacking Grand Départ. C'est un grand départ que j'avais fait. Puis, c'est la première fois, vraiment, là, je me lançais genre dans ça, puis c'était seulement 800 km. J'ai fait ça en 4 jours, une moyenne de 200 km par jour, mais j'ai appris dans cette expérience-là que moi, dormir, j'ai absolument besoin de ça. Oui. Fait que tu mentionnais que le confort était pour toi un critère important. Le sommeil, et tout ça, ça fait que si tu avais à refaire un événement de ce type-là, est-ce que tu chercherais quelque chose qui a un petit peu la même formule ou Ben, je pense que j'irais, en fait, avec quelque chose qui n'a pas de date de fin. Ouais. En fait, je me suis rendu compte que... Puis c'est vraiment en le faisant qu'on peut s'en rendre compte, mais comme justement, par exemple, la Tour Divide, où est-ce qu'il y a quand même cet esprit de... Ben justement, de partir en groupe, aussi ce hype-là par rapport à cette course-là. Mais chacun peut bien le faire vraiment de la façon dont il veut, en 15 jours ou en 2 mois, tu sais. Parce que ce que tu as vraiment apprécié, c'était l'encadrement, le niveau de l'organisation, que c'était sécuritaire. Ben, c'est ça, en fait. C'est drôle parce que ce que j'ai apprécié, c'est ce que, finalement, qui pourrait pas être réaliste si je referais, tu sais, parce que ce que j'ai aimé, justement, c'est ce cadre-là, tu sais. Mais c'est ça, ce cadre-là n'a pas le choix de venir avec une date de fin, tu sais, parce qu'il y a des checkpoints, puis... Ça peut pas maintenir une organisation comme celle-là sur une durée indéfinie. Là. Ben exactement, puis tu sais, il y avait quand même 3 voitures... balais, entre guillemets, mais tu sais, avec différentes fonctions chacune, mais tu sais, c'est beaucoup de gens mobilisés, il y avait des médecins et tout, tu sais. Donc, ça mobilise beaucoup de gens, une telle organisation, tu sais. Mais c'est ça, dans les médias, si j'ai à refaire quelque chose prochainement, entre guillemets, mais je pense que j'irais vraiment avec quelque chose d'un peu plus flexible parce que au final, j'ai été vraiment déçue de pas avoir terminé, puis même si c'était pas dans le délai, tu sais. Par exemple, quand t'as un problème mécanique ou une situation, un accident, c'est facile de mettre l'explication sur... L'excuse. Hey, mon dérailleur a explosé, ma chaîne a explosé, j'ai pas pu rien faire. Fallait que je déclare forfait. Mais là, mon mental a explosé, mais finalement, si j'avais mangé un petit peu plus, puis si j'avais pris une plus longue pause, ben peut-être que, tu sais... Fait que je trouve que... C'est plus là qu'est ta déception, je pense, hein? Ah ouais. Ouais. De pas avoir continué... tu sais, t'es consciente que t'aurais pas terminé en temps, mais d'avoir été jusqu'au bout de ton expérience. Exactement, parce que moi, après ça, pendant que j'étais arrêtée, ben, je voyais les gens continuer. Je voyais très bien où ils en étaient et je savais qu'ils allaient pas terminer non plus. Ben, terminer dans les temps. Oui. Mais je les ai vus persister, puis le lendemain, puis... Tu sais, j'étais comme, en voyant ces gens-là encore en train de pédaler, j'ai fait premièrement, sont tellement... Puis tu sais, c'est des gens que j'ai côtoyés parce qu'au final, tu côtoies peut-être Moi, dans mon cas, j'ai côtoyé les 10 mêmes personnes peut-être, donc tu veux qu'ils réussissent, puis c'est comme, Fait que de les voir encore là, le lendemain et tout, tu sais, ça... Mais, tu sais ça, au final... je suis là aujourd'hui, j'ai recommencé à faire des longues distances de vélo, ça va super bien, j'ai pas de séquelles physiques, mentalement, il y a, oui, la séquelle de la déception, mais ça va quand même très bien, puis je suis contente d'être remontée sur le vélo. Mais quand même, est-ce que tu en gardes un bon souvenir? Ah oui, tu sais, c'est extraordinaire, puis j'en garde un bon souvenir, puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, toutes les gens qui ont participé à la course, on a reçu les 4000 photos des 3 photographes.
ça fait beaucoup de photos, puis on s'entend, ce sont des professionnels, alors c'est des photos extraordinaires, mais de voir ça sous un autre angle, je suis comme, hey, j'ai pas le souvenir d'être passé là, puis tout est magistral, c'est extraordinaire, puis vraiment en voyant ces photos-là, je me suis rendu compte aujourd'hui que, wow, tu sais. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a plein de choses que j'ai roulées de soir, de nuit, donc je suis comme, ah, j'ai pas vu ça, c'est fou. Ouais. Ah, ouais. Tu sais, chaque paysage, chaque tournant est extraordinaire. Fait qu'aujourd'hui, même en regardant ces photos-là, j'étais étonnée carrément de découvrir encore des affaires, tu sais. Là, t'es de retour, t'as parlé que t'étais à nouveau sur le vélo, faire des longues distances. Des plans pour cet automne? Ben, c'est ça. En fait, mes plans, tu sais, ben, en fait, moi, je me rends compte que je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par projet, j'ai besoin des objectifs et tout. J'ai besoin de vacances aussi. J'ai la chance d'avoir quand même pas mal de vacances. Fait que pour moi, c'est facile de, comme, justement, de planifier. Mais là, tout ce que je sais, c'est que ce printemps, je vais prendre quelques semaines, puis j'irai pas trop loin. Okay. Ça sera pas trop compliqué, mais ça va être amusant. Mais j'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire. Mais d'ici là, cet automne, ben, j'en profite justement pour faire pour bien terminer la saison parce que j'ai manqué quand même une bonne partie justement de l'été. Puis je continue de m'impliquer avec les Fines Garnottes, qui est un collectif de vélo de gravel et d'aventure. Puis avec les Fines Garnottes, ce qui est le fun, c'est qu'une fois que la saison de vélo est terminée, ben on peut enfin se reposer parce que ça demande beaucoup d'organisation et de temps. Puis, on organise quelques activités hivernales, mais vraiment en mode plus relax, tu sais, fat bike et petite soirée discussion. Donc, c'est ça, une petite pause de vélo pour les prochains... ben, pas tout de suite, parce qu'il reste encore plusieurs semaines, mais ouais, on va entamer la saison d'hiver. Super. Et les gens qui voudraient te suivre, on peut, j'imagine, te voir sur Instagram. Exactement. Sur Instagram, c'est le réseau social que j'utilise le plus. Donc, je partage mes projets, mes petites aventures de vélo ici et là. Parce que j'aime quand même au Québec découvrir des nouveaux endroits, aller rouler des nouvelles routes, des nouveaux sentiers. Donc, ouais, on peut me suivre sur Instagram, Marie-Pierre Savard. Parfait. Ben écoute, Marie-Pierre, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Moi, j'apprécie énormément. J'ai trouvé ça super intéressant. Puis, tu as été bien généreuse. Ben, ça me fait plaisir, puis merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Merci tout le monde d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimeriez nous encourager, s'il vous plaît, allez liker et abonnez-vous afin de rester informé de l'apparition des prochains épisodes. Puis surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis et aidez-nous en faisant connaître le podcast. Vous pouvez aussi communiquer avec moi sur Instagram et sur Facebook à QCMTB Podcast. Donc, à la prochaine et puis bon riding!